toutes les auditrices et auditeurs de la radio Passion culturelle. Bienvenue dans votre émission L'intelligence patrimoniale, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Donc c'est Erline au micro ce soir et nous allons aborder le sujet sur les critères pour acheter sa résidence principale, comment acheter son bien immobilier ainsi que les frais qui sont liés à l'acquisition de son bien immobilier. Donc tout comme la dernière fois, nous avons vu que le patrimoine était soit immobilier ou patrimoine financier. Et donc, nous allons aborder le domaine immobilier de cette nouvelle émission. Donc, nous allons prendre une courte pause et nous reviendrons tout de suite pour aborder le domaine immobilier de cette nouvelle émission. Donc, les critères pour acheter sa résidence principale, au-delà des qualités intrinsèques du bien, deux principales considérations sont à prendre en compte avant de se lancer dans l'acquisition à la propriété. Vos besoins actuels, qui sont directement liés à votre situation familiale et personnelle, et la perspective de revente future au meilleur prix. Les premiers critères répondent à une logique de court terme et visent à satisfaire votre mode de vie et vos exigences actuelles. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous sortez beaucoup, il est certain que vous allez privilégier une résidence principale située en plein centre-ville, proche des restaurants, proche des centres de loisirs, des autres loisirs, cinéma, et ainsi de suite. Donc, si au contraire, vous êtes marié et avec des enfants, vous serez sensible à la taille du logement et à la proximité des crèches et écoles. Vous apprécierez également la proximité des transports en commun pour limiter le temps de vos déplacements car vous êtes alors soumis davantage aux contraintes horaires. Dans l'autre cas, si vous êtes âgé, la présence d'un ascenseur vous semblera impérative. Donc, ces critères sont subjectifs et sont en fonction de la situation de chacun. Du coup, le deuxième critère répond davantage à une option de moyen long terme et est plus objectif. Même si votre logement vous plaît énormément et que vous vous y sentez bien, si vous êtes obligé de vendre votre bien suite, par exemple, à une mutation professionnelle, vous le vendrez d'autant plus rapidement et avec une plus-value d'autant plus intéressante qu'il détiendra certaines caractéristiques. Donc, en comparant en fait l'achat à la location, il faut bien souligner que le bénéfice d'une plus-value lors de la revente du bien a un impact important sur le bilan financier de l'achat comparé à celui de la location. Si vous détenez un appartement, il se vendra d'autant plus facilement qu'il sera situé dans un immeuble de qualité avec des parties communes en bon état. Si votre bien est situé près de toutes les commodités, c'est-à-dire les commerces, les écoles notamment, qu'il dispose de transports à proximité, c'est-à-dire les métros, gares et bus,
alors il n'en sera que davantage valorisé. Sachez également qu'un logement n'aura pas les mêmes qualités s'il est neuf ou ancien. Outre l'aspect qui diffère, un logement ancien offrira parfois moins de commodités qu'un bien neuf ou récent. Il ne disposera pas toujours d'ascenseur, de cave ou de parking. Vous pouvez également parier sur l'avenir et acheter un bien qui, pour le moment, n'est pas proche des transports, mais pour lequel une desserte de transport en commun est prévue. C'est une bonne solution si vous ne disposez pas du budget nécessaire pour l'acquisition d'un bien qui bénéficie de tous les avantages. Cela tout simplement veut dire que par rapport au projet du Grand Paris, par exemple, vous pouvez acheter un bien, même s'il n'a pas encore le métro à côté, mais vous savez que dans quelques années, dans 2-3 ans, voire un peu plus, qu'il va y avoir un métro qui sera à côté de ce bien. Donc forcément, le bien va prendre beaucoup plus de valeur. Donc on peut acheter aussi à moindre coût, sachant que dans peu de temps, le logement va valoir beaucoup plus qu'il en vaut à l'achat. Donc, examiner à la loupe les qualités intrinsèques du bien immobilier que vous souhaitez acquérir est également indispensable. Sachez que le vendeur doit également établir un ensemble de diagnostics, c'est surtout dans le neuf, ce qui inclut notamment l'évaluation de la surface pour les appartements et la recherche de présence de termites. La garantie des vices cachés protège l'acheteur. En cas de découverte d'un vice non apparent, exemple le caractère inondable d'un terrain ou instable d'une construction, la fragilité des poutres maîtresses par exemple, en fait, il a 2 ans à compter de la découverte du vice pour intenter une action, l'acheteur en l'occurrence, et aura d'autant plus de chances de voir aboutir son action que son vendeur est un professionnel, tel un marchand de biens. Un marchand de biens, c'est celui qui achète pour revendre. Donc forcément, il est juridiquement responsable. Ce dernier est responsable des biens cédés pour une durée de 30 ans. En revanche, la responsabilité de l'agent immobilier ne sera a priori pas engagée, puisque l'agent immobilier, lui, il n'est qu'un intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Et celle du vendeur particulier, qui est difficile à mettre en cause. Nous allons faire une courte pause. Nous reviendrons avec le thème « Comment acheter son bien immobilier ». À tout à l'heure. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffent mon cœur. Tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes yeux et je sors de l'ombre, je sais ce que je veux. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. De retour sur la radio Passion culturelle, dans l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Donc, comme j'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler de comment acheter son bien immobilier. Même si plus de la moitié des transactions immobilières sont réalisées en France entre particuliers, vous pouvez vous faire aider par un professionnel, agence immobilière ou notaire pour trouver votre bien. Donc, cet expert vous épaulera dans votre recherche en vous proposant un ensemble d'actifs qu'il détient en portefeuille, c'est-à-dire des biens, et pourra vous donner des informations sur la ville et le quartier.
et tout ce qui va se construire autour. Il peut également vous aider dans les formalités juridiques, notamment le compromis ou la promesse de vente. Ils sont préliminaires à la signature de l'acte de vente chez le notaire, qui interviendra généralement 3 mois après, bon, parfois plus. C'est le temps nécessaire pour que le notaire constitue le dossier comprenant les documents nécessaires à la vente, dont les actes d'état civil, l'état hypothécaire, l'extrait cadastral, dossier d'urbanisme, diagnostics techniques qui sont obligatoires d'ailleurs, le questionnaire du syndic. Donc, tous ces documents, en fait, il lui faut du temps pour les préparer. Donc, ce délai peut également permettre à l'acquéreur de réunir les fonds nécessaires à son acquisition, en particulier s'il contracte un emprunt. Avec la signature de la promesse ou du compromis, le futur acheteur verse au vendeur une indemnité d'immobilisation qui équivaut à 10% du prix de vente du bien immobilier. Donc, ce montant pouvant être ramené à 5% pour les biens d'un certain prix. Compromis ou promesses ont une différence essentielle. Si à travers le premier, c'est-à-dire le compromis, l'acquéreur s'engage à acheter le bien, ce n'est pas le cas dans la promesse. Néanmoins, s'il n'achète pas, il perdra tout de même son dépôt de garantie. Donc, à noter que promesse et compromis de vente contiennent forcément une condition suspensive d'obtention du prêt, dès lors que l'acquéreur entend financer son achat avec un prêt. Donc, c'est-à-dire qu'une condition suspensive la plus connue, c'est la condition d'obtention du prêt bancaire. Si l'acheteur n'obtient pas son prêt bancaire, donc la vente, que ce soit le compromis qu'il a signé ou la promesse, n'ont plus de valeur. La présence d'une condition suspensive permet à l'acquéreur d'être libéré de son engagement dès que la condition ne se réalise pas. L'indemnité d'immobilisation lui est alors restituée. Donc, ces 10% ou ces 5% lui sont restitués. D'autres types de conditions suspensives peuvent être utilisées, par exemple, dans le cas de l'achat d'un terrain, la condition étant l'obtention du permis de construire. Un délai de rétractation après signature de la promesse ou du compromis de vente. Après la signature de la promesse ou compromis de vente, l'acquéreur dispose d'un délai de rétractation de 10 jours, durant lequel il peut renoncer à l'achat sans avoir à se justifier et sans verser d'indemnité ou payer de frais. Donc, le délai de rétractation a été porté de 7 à 10 jours à compter du 8 août 2015 par la loi Macron du 6 août 2015. Il avait été institué le 1er juin 2001, donc la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui est du 13 décembre 2000. C'est la loi SRU. Donc, l'acquéreur doit écrire de sa main sur l'avant-contrat la mention suivante. Je déclare avoir pris connaissance qu'un délai de rétractation de 10 jours m'est accordé par l'article L 271 du Code de la construction et de l'habitation et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du. Donc, sont concernés par ce droit de rétractation les acheteurs non professionnels d'un logement neuf ou ancien qui concluent un avant-contrat entre particuliers par l'intermédiaire d'un agent immobilier ou devant notaire. Si la signature du contrat de vente notarié n'est pas précédée d'un avant-contrat, c'est-à-dire du compromis ou d'une promesse, l'acquéreur dispose d'un droit de réflexion et non de rétractation, à compter du projet de l'acte rédigé par le notaire. Le délai est également de 10 jours et la même mention manuscrite doit être rédigée par l'acquéreur. Donc, comment se décompte le délai de 10 jours? C'est une question importante parce que quand mes clients reçoivent
le contrat de réservation, parce que moi je vends dans le neuf, ils ont toujours 10 jours de rétractation. Et on me demande c'est quand ça commence. Donc en fait, de la première présentation de la lettre recommandée, lorsque la promesse ou le compromis est signé entre particuliers avec ou sans agent immobilier. Donc du moment que les deux parties, c'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur ont signé et que l'acheteur reçoit soit le contrat ou le compromis ou la promesse de vente par lettre recommandée, donc à partir de ce jour, en fait, démarrent les 10 jours de rétractation ou de la mise en main propre de la promesse ou compromis de vente passé devant le notaire. Donc, devant le notaire, c'est à partir du jour où il le reçoit en main propre. Si le dernier jour du délai de rétractation tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Donc, pour se rétracter, l'acheteur doit adresser sa lettre de rétractation en recommandé avec accusé de réception au vendeur avant l'expiration des 10 jours. Donc, il ne faudra pas attendre la fin des 10 jours pour se rétracter, ça ne marchera pas. Donc, le vendeur ne bénéficie pas de ce droit de rétractation. Lorsque la promesse ou le compromis de vente est signé, le vendeur, lui, il est définitivement engagé vis-à-vis de l'acheteur. Il ne peut pas revenir sur sa décision de vendre. C'est-à-dire que le vendeur, dès qu'il a signé avec un acheteur, il ne peut pas dire « Ah non, on m'a proposé une meilleure offre ». Non, c'est trop tard. Lui, il ne peut plus se rétracter. Par contre, l'acheteur, lui, il a ses 10 jours pour chercher peut-être un autre bien et dire « Je me rétracte, j'ai 10 jours et je me rétracte ». Durant le délai de 10 jours, aucune somme d'argent ne peut être versée à l'acquéreur, sauf lorsque l'avant-contrat est rédigé par l'intermédiaire d'un notaire, ce qui est le cas le plus fréquent, ou d'un agent immobilier disposant d'une garantie financière. Dans ce cas, la somme est déposée sur un compte séquestre et restituée automatiquement à l'acquéreur dans un délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de rétractation lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation. Alors, moi, étant dans le neuf, les acheteurs, les acquéreurs, ils versent une caution qui peut aller de 500, 1000 ou 1500, voire 2000 euros. C'est une caution, en fait, qui est versée sur le compte séquestre du notaire. Et cette somme, on lui est rendue après signature de l'acte authentique définitif. Ou cette somme d'argent, en fait, qu'il a versée comme caution peut également être déduite des frais de notaire. Donc, ce n'est pas une somme perdue, en fait. Donc, l'intervention d'une agence a un coût. Les frais d'agence qui ne sont pas réglementés sont généralement équivalents à 5% de la valeur du bien. Ils doivent être clairement affichés dans les locaux de l'agence, bien que fixés par le vendeur. Les frais d'agence sont supportés par l'acheteur. Vous pouvez néanmoins les déduire de la base de calcul pour établir les frais de notaire. Cela sera permis grâce à l'établissement d'un mandat de recherche. Donc, dans l'ancien, ça se passe ainsi, alors que dans le neuf, les honoraires de l'agent immobilier ou du négociateur immobilier sont payés par le promoteur et non par l'acheteur. Donc, ce qui ne change absolument rien sur les prix dans le neuf. Votre situation familiale influe sur vos droits. Donc, l'acquisition d'un bien immobilier aura un impact bien différent selon que vous êtes marié, partenaire de Pacs ou en union libre. Si vous êtes marié sous le régime de droit commun de la communauté réduite aux acquêts, c'est-à-dire c'est le régime légal actuel. Donc, si vous ne signez pas chez le notaire un contrat de mariage, donc vous êtes automatiquement sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Donc, le bien immobilier acquis durant votre union est a priori considéré comme un bien commun. Néanmoins, des exceptions peuvent exister. Ainsi, un bien peut être la propriété exclusive de l'un des deux époux s'il a acheté grâce au fonds exclusif de ce dernier.
Sous le régime de la séparation des biens, chacun des époux est propriétaire du bien au prorata de son apport personnel. Ça veut dire que sous ce régime de la séparation des biens, si j'ai mis 70 et que mon mari a mis 30, eh ben, j'aurai 70% du bien et lui, il a 30. Donc, lorsqu'une disposition particulière n'a été prise par les deux conjoints lors de la signature d'un pacte, ils sont soumis désormais au régime de la séparation des biens. Donc, chacun reste propriétaire des biens qu'il possédait avant ou qu'il acquiert pendant le pacte avec ses fonds propres. Si les partenaires achètent ensemble un bien, ce dernier est possédé en indivision en proportion de l'apport de chacun. Rien ne leur interdit de spécifier d'emblée dans leur contrat de pacte qu'ils se placent sous le régime de l'indivision. Donc, les biens achetés avec des fonds perçus pendant le pacte sont censés appartenir pour moitié aux deux partenaires en indivision. Donc, nous allons prendre une courte pause et nous reviendrons tout de suite pour aborder la suite. Donc, les frais à supporter lors de l'acquisition. Feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez. Feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shaoki. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Avant d'aborder les frais à supporter lors de l'acquisition, nous allons finir par en union libre. Donc, en union libre, plusieurs possibilités d'acquisition sont envisageables. L'achat en indivision étant la solution la plus classique. Deux autres formules existent, la tontine, plus rare, et l'achat sous forme de société civile immobilière, c'est-à-dire une SCI. Donc, lorsque vous achetez en commun votre bien immobilier, vous pouvez insérer une clause de tontine, c'est-à-dire chacun des deux concubins est alors propriétaire du bien acheté. Et donc, en cas de décès de l'un des deux partenaires, la clause de tontine entre en jeu et permet de rendre le survivant seul propriétaire du logement, et ce, quelle que soit sa part versée lors de l'achat. Mais la valeur du bien ne doit pas dépasser 76 000, donc au-delà. C'est le fisc qui applique le régime légal sur les droits à payer en cas de succession. Donc, l'autre possibilité est la constitution d'une société civile immobilière qui achète le logement. Chacun des concubins reçoit alors des parts sociales de la société pour un montant proportionnel à son apport. Il peut être locataire ou occupant à titre gratuit de la société. Bien entendu, pour acquérir un bien, il faudra s'acquitter des frais. Donc, supporter des frais lors de l'acquisition. Donc, parmi les différents frais d'acquisition figurent les frais de notaire. Ce sont les frais les plus importants que nous allons voir aujourd'hui. Donc, ces frais qui comprennent les honoraires du notaire, mais surtout des droits de mutation, c'est-à-dire les taxes et autres droits. Donc, les frais d'agence immobilière lors de l'acquisition. Si vous avez recours à une agence immobilière, vous pouvez payer des frais d'agence. Donc, ce dernier aussi aux environs de 5% de la valeur du bien. Pour un bien évalué à 100 000 euros, la commission de l'agence s'élèvera alors à 5 000 euros. Ces frais ne sont toutefois que facultatifs puisque vous pouvez décider de ne consulter que les annonces de particuliers. Donc, les frais de notaire.
Les frais prélevés par le notaire lors de la finalisation de l'achat à la charge de l'acquéreur sont, eux, incontournables. L'ensemble des frais réglés au notaire lors d'une transaction immobilière, improprement appelés frais de notaire, peut représenter entre 6 et 8% du prix d'acquisition d'un bien ancien ou entre 2 et 3,5% pour un logement neuf. C'est donc un montant non négligeable à prendre en compte. Les éléments mobiliers tels que les meubles de cuisine ne sont pas à prendre en compte dans le calcul des frais prélevés par le notaire. Établir une distinction entre le montant du bien acquis et ses frais sur le compromis de vente vous permettra d'économiser des frais. Donc, les frais de notaire sont composés de 3 catégories de frais. Il y a d'abord les taxes et les droits, dont les droits de mutation qui reviennent à l'État et aux collectivités locales. Donc, c'est pour dire qu'une grosse majorité de la somme prélevée par le notaire, quand on dit les frais de notaire, parfois ça paraît élevé, parfois la banque vous dit il faut 10%, donc calcule déjà d'emblée, il faut 10% des frais de notaire. Ça paraît élevé, mais en fait, le notaire, lui, en tant qu'agent de l'État, il est là uniquement pour recueillir en fait les frais pour l'État et les collectivités locales. Donc, il y a aussi les émoluments ou honoraires du notaire, ces honoraires à lui. Donc, les débours correspondent aux frais engagés par le notaire pour le compte de l'acquéreur en vue de l'acquisition, c'est-à-dire l'extrait du cadastre, c'est-à-dire qu'il enregistre le bien au bureau des hypothèques, les pièces administratives, donc toutes ces démarches qu'il fait s'appellent les débours et ça compte aussi dans les frais de notaire. Donc ensuite, les honoraires ou émoluments, ce qu'on appelle aussi émoluments du notaire. Cette rémunération est réglementée et proportionnelle au prix de vente du bien, avec un barème progressif de 3,87% pour un prix inférieur ou égal à 6 500 €, à 0,79% pour un prix supérieur à 60 000 €. Donc, le taux est applicable à compter du 1er mai 2020, donc, sur lesquels s'applique la TVA à 20%. Donc, depuis mai 2016, les notaires peuvent pratiquer une remise sur le montant de leur émolument, c'est-à-dire de leurs frais à eux, de leurs honoraires à eux. Cette remise n'est pas obligatoire. La décision de l'accorder ou non appartenant à chaque notaire. Le notaire qui choisit d'appliquer cette remise doit le faire à tous ses clients. Donc, le taux de remise est de 20% au plus, applicable sur la part des émoluments calculés sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 €. Donc, et les frais de notaire, après déduction, le cas échéant de la remise, que le notaire a consenti, sont plafonnés à 10% de la valeur du bien, avec un tarif minimum de 90 €. Donc, les droits de mutation et autres taxes. Les droits et taxes sont perçus par le notaire pour le compte de l'État, des départements et des communes. Ils sont réglés par l'acheteur au moment de la signature de l'acte authentique, c'est-à-dire le jour du rendez-vous chez le notaire pour signer. Dans le cadre d'un changement de propriétaire à titre onéreux, c'est-à-dire une vente ou un viager, il varie selon que le bien acquis est neuf ou ancien. Pour un bien ancien, ils comprennent un droit départemental ou droit de mutation. Donc, quand vous entendez droit de mutation, c'est un droit départemental qui est de 4,5 dans la plupart des départements. Il y a également une taxe communale qui est de 1,2%. Donc, des frais d'assiette et de recouvrement qui sont de 2,37 du droit départemental, soit 0,106. Donc, les droits de mutation comprennent les taxes sur la publicité foncière et les droits d'enregistrement. Donc, les départements ont été autorisés par la loi de finances pour 2014 à voter une augmentation de ces droits, applicable à compter du 1er mars 2014. Le taux des droits de mutation est porté à 4,50 au plus contre 3,80 précédemment. Donc, ça augmente.
Dans la plupart des départements, cette majoration initialement temporaire pour 2 ans est finalement définitive. Donc, notre mission touche à sa fin. C'était Erline dans l'émission L'intelligence patrimoniale, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un agent immobilier ou si vous souhaitez être accompagné par moi, vous pouvez toujours contacter la radio afin d'avoir mes coordonnées. Donc, je suis à votre disposition et je vous dis à une prochaine émission. À très bientôt. Au revoir.